Bernard Bégaud, bonjour. On vous interviewe aujourd'hui dans le cadre de l'école Chamengo et j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots. Oui, bonjour. Donc moi je suis médecin, professeur donc de pharmacologie médicale, c'est-à-dire enseigner le médicament aux médecins à l'université de Bordeaux. Et bon, je dirais que ma vie a été autour du médicament. Voilà, j'ai dirigé une équipe de recherche sur le médicament, ses risques et son efficacité en population. Et j'ai été, et je suis toujours malheureusement expert auprès des instances sanitaires, enfin essentiellement de l'agence du médicament, mais voilà, ça fait quand même 35 ans que je me coltine un certain nombre de dossiers. Et voilà, c'est un milieu que je connais bien et je n'ai jamais arrêté depuis une date que je ne veux pas citer pour ne pas paraître trop vieux. Et c'est ce qui vous a donné envie d'écrire un ouvrage que vous avez intitulé « La France malade du médicament » avec comme sous-titre « 110 milliards d'euros plus tard ». Est-ce que tout est dit dans le titre ? Oui, alors c'est un peu un livre, enfin pas de dépit, hein, il ne faut pas exagérer, mais c'est sûr que rien ne bouge vraiment dans ce que nous pensons qui devrait bouger. C'est-à-dire qu'on s'est dit il y a un gaspillage inouï, il y a des gens qui meurent pour des médicaments qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Et bon, c'est vrai que rien ne se fait, donc j'ai voulu raconter un peu ça dans ce livre. Alors 110 milliards d'euros plus tard, tout simplement parce que j'ai eu l'idée 11 ans avant sa parution de l'écrire, puis bon, je n'ai pas vraiment concrétisé, et c'est, voilà, il y a 2 ans, je m'y suis mis vraiment, et voilà, dans ces 11 ans, on peut estimer que chaque année, on a mis dans le caniveau 10 milliards d'euros du fait du mauvais usage du médicament dans notre pays. Donc 11 fois 10 égale 110, et je me dis, voilà, c'est un titre qui pourrait être intéressant, voilà, et que l'éditeur a gardé. Voilà. Mais donc effectivement, chaque année, pour vous, il y a 10 milliards qui sont dépensés et qui seraient évitables. Oui, alors c'est pas le coût des médicaments directs, hein, parce que c'est sûr que ce qui est remboursé, c'est de l'ordre de... Bon, ça dépend ce qu'on compte, entre 20 et 30 milliards par an, la facture des médicaments en France. Donc ces 10 milliards, c'est pas pris sur ces 20 à 30. C'est le mauvais usage, si vous voulez, à la fois... Il y a effectivement 4 à 5 milliards d'achats de médicaments qu'on ne devrait pas prendre. Vous savez, il y a plein de gens qui mangent des trucs, c'est absolument... jamais ils en auraient eu besoin, ou alors ils auraient dû arrêter il y a longtemps, ils ont continué, ou c'est des erreurs, enfin bon, peu importe. Alors il y a ça, donc ça pèse, effectivement, mais il y a aussi les conséquences indirectes qui pèsent très très lourd. C'est-à-dire que si vous prenez un médicament inutile, qu'on vous a prescrit, mais souvent, vous rentrez dans un cycle, vous allez voir le médecin pour qu'on vous le renouvelle, donc ça génère des actes. Des fois, il y a des médicaments qui exigent des surveillances biologiques. On va vous mesurer votre cholestérol, donc vous mesurez votre cholestérol, ça fait des actes biologiques, etc. Et puis, il y a les complications, parce que malheureusement, tout médicament peut générer des effets indésirables. Alors, c'est tout à fait acceptable quand on a besoin d'un médicament, mais si c'est un médicament qui ne sert pour vous strictement à rien, ça génère des coûts d'hospitalisation, d'examens complémentaires, de radio, parfois des gens qui font des accidents, qui ont des séquelles. Moi, j'ai des exemples autour de moi, des choses ahurissantes, des gens qui coûtent mais un argent, j'allais dire un pognon de dingue, pardon, un argent fou à l'assurance maladie, parce qu'ils ont eu, par un antibiotique dont ils n'avaient pas besoin, une rupture du tendon d'Achille, et donc qui a été mal diagnostiqué en plus, et donc c'est kiné à vie, chaussures orthopédiques, vous voyez, traitement, voilà, et ça, un groupe de travail que j'avais animé, si vous voulez, chiffre ça, effectivement cet ensemble-là, à 10 milliards d'euros par an. Alors des gens me disent « Ah, c'est pas possible ». Je dis « Mais si c'est pas possible, refaites un contre-groupe ». Enfin oui, voilà, je serais ravi de m'être trompé. Mais à part que personne ne vérifie, tout le monde s'en fiche. Enfin, bon. Mais moi j'y crois vraiment, hein, c'est-à-dire que ça a été fait avec des économistes de la santé, qui sont des gens qui sont tous des imposteurs. Hein, voilà, bon. Donc on est au moins dans cet ordre-là, au moins. Hein, au moins.
Dans votre livre, vous dites effectivement que chaque Français en moyenne consomme 49 boîtes de médicaments par an. Ça fait quand même près d'une boîte par semaine. Oui. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme. Alors, moi, ce chiffre, alors, il n'est pas venu de mon délire. Hein. Il est, si vous allez sur les sites officiels, y compris du ministère, où il y a les consommations. Il y a même sur Amélie, l'assurance maladie, il y a plein de données. Vous trouvez ces chiffres-là, bon, qui sont... C'est astronomique. Alors, nous ne sommes pas les plus gros consommateurs au monde. Hein. Mais enfin, on est dans le top 10 mondial de la consommation. Alors, par exemple, les Allemands ont un coût un peu plus élevé que nous. Donc, la facture est plus élevée par tête d'habitant en Allemagne. Si vous comptez en quantité, on les bat. Donc, ça dépend. Donc, nous, on est, je pense, globalement, oui, dans les pays du monde, on doit être dans les 2-3 plus gros consommateurs au monde en quantité. Voilà. Ça, il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Et alors après, là où on a une deuxième étoile, enfin, ou une médaille d'or, c'est sur le mauvais usage. Hein. Là, alors pendant longtemps, des pays... Alors, le Portugal, c'est difficile. La Grèce, on a peu de données fiables. Mais quand je travaillais avec eux, l'Italie et l'Espagne étaient des pays... On s'en moquait un peu, vous voyez. Maintenant, ils ont beaucoup plus de rigueur. Ils ont mis en place des programmes, des plans, des informations. Et je crois qu'en Europe, alors bon, c'est difficile pour l'ex-Europe de l'Est, entre guillemets, soviétique. Hein. Je ne sais pas très bien ce qui se passe en Hongrie, par exemple. Vous voyez, mais enfin, bon, de l'Europe ex-D12, disons, on est les pires. Hein. Là, ça c'est clair. Et on est pire que les Américains, que les Japonais. Oui. Alors là, mais c'est nickel, ça, je vous assure. Hein. Parce que la vraie question, et ça a été souvent la réponse du syndicat de l'industrie pharmaceutique français, c'est « Ah oui, mais en France, on est bien soignés ». Sous-entendu, ceux qui utilisent moins sont mal soignés, c'est des radins, des rats, ils meurent dans le caniveau, etc. Bon, quand on regarde les espérances et qualités de vie, bon, on rigole. Hein, bon. Mais c'est vrai quand même pour les antibiotiques, par exemple, je ne veux pas éluder votre question, que aux Pays-Bas, il faut quasiment être mort pour avoir le droit de recevoir un antibiotique. Bon, là, ça va un peu loin. Mais de là à tomber dans les chiffres français, c'est astronomique. Alors le médicament le plus consommé en France, bon, c'est pas un secret, hein, c'est le paracétamol, mais enfin ça c'est normal, enfin normal. Mais enfin il est quand même, c'est des quantités astronomiques, enfin, ça c'est un peu à part. Là où on est très très haut, alors dans les psychotropes, on est quand même un des pays avec Taïwan, alors je n'ai jamais compris pourquoi Taïwan, la Belgique, le Portugal, parmi les plus gros consommateurs de ces médicaments anti-anxiété, contre les troubles du sommeil, enfin voilà, les somnifères pour parler simple. Et ça dure depuis un temps infini. Bon, les antibiotiques, on a été les pires de la planète. Hein. Je dis parce que quand l'OMS a fait la carte des résistances aux antibiotiques, elle l'a fait par région mondiale, et elle l'a fait pour l'Europe, ils avaient prévu des couleurs en fonction de la fréquence qu'ils trouvaient dans le pays en question de bactéries résistantes. Donc ça allait du bleu, vert, jaune, orange et rouge qui étaient les horribles. Alors c'est la Hongrie, le Portugal. Mais nous on était tellement au-dessus du rouge qu'ils nous ont fait une couleur mauve pour nous, vous voyez. C'est la seule au monde. La seule au monde, ouais. Et bon, alors il y a eu après antibiotiques, c'est pas automatique, mais c'est revenu. Voilà, on est encore très au-dessus. Et parce qu'on n'explique pas, si vous voulez, ce qu'on appelle alors non, absolument génial, les inhibiteurs de la pompe à protons, enfin, le Mopral et compagnie, enfin, les anti-ulcéreux. Mais c'est absolument astronomique. En 2018, 16 millions de Français en ont consommé. 16 millions de Français. Il y a une étude qui est parue bien faite sur des vétérans, enfin ce qu'on appelle les vétérans aux États-Unis, hein, qui montre que la consommation prolongée de ces médicaments augmente la mortalité globale de 4% et des mortalités spécifiques encore plus. Bon. Alors si vous en avez besoin, si vous avez un reflux gastro-œsophagien qui vous menace, alors là ça vaut le coup largement, vous en fichez des 4%. Mais si vous n'avez pas besoin, vous vous exposez, et vous exposez la collectivité à des complications, etc. C'est absurde. Personne ne fait rien. On le connaît, ce chiffre, on est 4 fois ce que prennent les Anglais. Ben non.
Voilà. Donc on peut décliner tout ce qu'on veut. Les anticholestérols, bon, on n'est pas les plus forts consommateurs d'Europe, mais quand même, c'est comme par un simple raisonnement de bon sens, vous n'avez même pas besoin de faire d'études. Quelle est leur indication? C'est réduire le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus du myocarde essentiellement, bon, plus d'autres complications. La France, ça s'appelait du reste le French Paradox, pour des raisons que l'on ignore totalement. Moi, on a voulu croire que c'était la consommation de vin, ça me plaisait, mais c'est pas ça, malheureusement. A une mortalité cardiovasculaire intrinsèque extrêmement basse, hein, c'est vraiment très très basse, comme les Japonais un peu, si vous voulez. Et c'était pour mon âge, sa mortalité cardiovasculaire voilà, de près 5 fois inférieure à celle d'un Anglais, de même sexe et de même âge. Vous voyez, c'est énorme la différence. Eh bien, on réussit à consommer autant ces produits que les Anglais. Donc, vous vous dites, ben, c'est absurde. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire d'études. On est tellement bas, on devrait en consommer moins. Sauf si les Anglais le sous-utilisaient, mais ce n'est pas le cas. Ça a été montré. Alors, du coup, l'industrie, qui est maligne, dit « Ah ben oui, mais c'est parce qu'on en consomme beaucoup en France qu'on a la mortalité très faible. » Je dis « Non, non, les études, c'était avant la commercialisation de vos produits, vous voyez. » Et c'est tout comme ça. On pourrait passer l'après-midi à les décliner les uns après les autres. Mais cet exemple m'intéresse de l'anticholestérol. Parce que est-ce qu'il n'y a pas des moyens simples, quand on a du cholestérol, de changer son bol alimentaire pour faire réduire son taux de cholestérol dans le sang? Oui, d'abord le cholestérol lui-même, je vais m'attirer les ennuis de mes collègues cardiologues, mais je dirais on s'en fiche. Hein. Parce que ça a été... il faut voir, quand même l'histoire est assez... Il y a eu du reste une émission très bien faite sur une chaîne publique sur cette histoire-là. Le cholestérol, c'est venu en fait par l'industrie alimentaire américaine qui cherchait des choses. Et il y a eu l'étude de Framingham qui a montré que, parce qu'il y a beaucoup de mortalité cardiovasculaire aux États-Unis, quels étaient les facteurs de risque. Alors bon, l'obésité, fumer, l'hypertension artérielle, enfin, le diabète, le manque d'exercice, enfin, bon, le stress, enfin, tout ce que vous voudrez. Et il y avait un facteur, mais qui arrivait assez bas, c'était le cholestérol élevé. Enfin, à l'époque, on ne faisait pas le bon et le mauvais, on faisait le cholestérol total. Donc, ils se sont complètement fichus du reste, des facteurs qui jouaient facteur 10 pour s'intéresser à celui-là. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fabriqué des produits cholestérol free. C'est-à-dire, je vais vendre plus cher, je prends du lait complet, je retire la graisse pour en faire du beurre, que je vends par ailleurs, et je vous vends le lait sans matière grasse, allégé, encore plus cher. Donc c'était banco complet. Et un laboratoire Merck a eu l'idée de dire, comme c'était, tout le monde voulait du cholestérol free, c'était le truc horrible, de dire on va faire un médicament qui inhibe la synthèse du cholestérol et qui va prévenir le cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires. Alors ils ont fait ça, sauf que on s'est aperçu qu'en fait, même chez les gens à cholestérol bas, ça marchait. Donc la théorie cholestérol, elle a commencé à... Puis ça les a arrangeait, parce que finalement, si on disait, ben non, même chez les gens à cholestérol normal, c'est utile, ça a doublé ou triplé le marché. Donc moi, je connais des gens, par exemple, qui ont pris ces produits, qui ont eu des effets indésirables. Moi, j'ai une amie qui en a pris, elle n'avait absolument pas besoin, elle était très très basse, donc, mais qui a fait une complication musculaire grave, et qui est handicapée à vie, vous voyez. Vous dites, non, ben, c'est pas possible, quoi. Donc effectivement, ce sont des très bons médicaments, mais un calcul qu'on a fait, on l'a fait 2 fois, sur de grosses échelles, c'est à peu près la moitié des gens qui en consomment en France ne devraient pas en consommer. La moitié. Bon, et à l'époque, ça coûtait 1 milliard d'euros par an, quand même. Donc ça fait 500 000 euros tout de suite, vous voyez, les hôpitaux pourraient être déjà aidés. Bon, ben, dans le rapport qu'on avait fait pour le Sénat à l'Assemblée nationale, pour ce qu'on appelle l'OPEPS, l'Office parlementaire des études pour la santé, c'est ça, bon, ce gros bouquin de 500 pages, on a tout un chapitre là-dessus qui explique pourquoi les psychotropes sont très prescrits. Parce qu'on est dans un système de médecine libérale que je ne combats pas et auquel je participe, qui est qu'une jeune femme ou un homme arrive, dit un docteur, j'ai des boules là, je dors mal la nuit. Voilà, on ne va pas commencer une psychothérapie. Et bon, mais on ne va même pas avoir le temps, parce que dans la salle d'attente, ça s'accumule,
de lui demander est-ce que voilà, le café, qu'est-ce que vous faites avant de vous coucher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous voyez, c'est de la base, de l'hygiène de vie même. On n'a pas trop. Il y a des médecins qui le font, il faut vraiment les féliciter, mais la plupart du temps, c'est Pavlov, on vous donne un tranquillisant. C'est ça, hein, voilà. On ne réfléchit pas. C'est connu, d'archi-connu, c'est que si j'ai, moi, un trouble du sommeil, que je prends un de ces médicaments, ça va m'améliorer. Ça, c'est clair. Mais si on me regarde l'électroencéphalogramme, en fait, mon sommeil profond, réparateur, est altéré. Et en fait, je dors, mais petit à petit, vous voyez, je dégrade ma qualité de sommeil. Et au bout de quelques semaines, c'est pire qu'avant. Bon. C'est maintenu par le produit, vous devez être en semi-coma, là, comme ça, mais c'est pas du tout un bon sommeil, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est réduit à quelques semaines maximum, 15 jours, vous voyez, pour vous aider, pour passer un cap. Mais ça, par exemple, ils ne le savent pas. Jamais on leur a dit en cours. Donc le réflexe de ces gens-là, ils veulent le réduire à 15 semaines pour faire des économies. Mais non, pas du tout, vous voyez, je veux dire. Et tout est comme ça. Dans l'anxiété, pour toujours parler de ces mêmes produits, il n'y a pas de justification à être traité des années. Si quelqu'un est anxieux pendant des années, c'est un autre type de traitement qu'il faut. Vous voyez, c'est soit une dépression qui n'est pas exprimée, soit autre chose. Vous voyez, mais il n'y a pas de justification à prendre ça comme ça. Et ça, c'est des bases, n'importe quel psychiatre vous le dit. Et c'est des bases qui ne sont pas connues de mes confrères. Parce que ce n'est pas enseigné, tout simplement. Mais enfin, on sait très bien, ça y a plein d'études qui le montrent, la moitié des gens qui en consomment n'en ont pas besoin. Il suffit de les interroger un peu, c'est des gens qui prennent du café et qui, en vieillissant, le supportent mal, donc il suffit de leur dire « supprimez le café, n'en prenez pas à partir de 12h ou de 14h », et là ils redorment bien, mais non, on leur file un truc, et ça entraîne des effets indésirables. Là, pour ces médicaments, ça a été chiffré en France, on est à 20 000 chutes avec fracture chez les sujets depuis 80 ans, avec 9% de mortalité associée. Tout le monde s'en fiche. Vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. C'est un exemple encore de ça. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une fracture par chute chez quelqu'un de 80 ans? Ça veut dire hospitalisation, c'est-à-dire des gens qui se mettent à dévisser en général, hein, et c'est le début d'un processus après en soins de suite, très coûteux, on les a désinsérés de leur milieu, c'est une catastrophe. On consomme certains médicaments 10 à 12 fois plus que nos voisins européens. Vous voyez, vous dites, mais voilà. Moi, je continue. Mais des exemples? Oui, par exemple, pour ce qu'on appelle les corticoïdes, enfin la cortisone, quoi, en gros, chez l'enfant, vous voyez. Déjà, il faut l'utiliser avec parcimonie. On est très, très au-dessus des Anglais qui eux-mêmes estiment que chez eux, c'est un vrai problème. Vous voyez, on s'est dit, mais alors chez nous, c'est quoi alors, mais ça n'a pas entraîné grand-chose, vous voyez. Et chaque fois que vous creusez, c'est un peu comme dans des grands sites archéologiques comme Rome ou Jérusalem, là, vous trouvez quelque chose. Mais là, c'est pareil. Chaque fois que vous regardez une classe de médicaments, vous apercevez qu'on est les pires, enfin, par rapport à... Alors, des fois, on a, par exemple, pour les psychotropes, enfin, les médicaments pour dormir ou l'anxiété, on a les Belges et les Portugais qui sont aussi mauvais que nous, mais enfin, est-ce que c'est une consolation? Pour les antibiotiques, les Grecs sont un peu plus mauvais que nous. Mais enfin, bon, voilà, mais à part qu'on en consomme 6 fois plus que les Hollandais, vous voyez, est-ce que c'est terrible, quoi. On estime au moins, je sais, à 5000 morts, j'ai dit à 5000 morts, là c'est vraiment la fourchette très basse, hein, par infection nosocomiale liée au mauvais usage des antibiotiques en France, vous voyez. C'est quand même des choses, plus les séquelles, vous voyez, les gens qui ont été, on a connu le fils de Monsieur Depardieu, enfin, qui ont été amputés, qui ont vécu des calvaires à cause de ces infections, c'est quand même quelque chose qu'on côtoie, hein, sans le savoir. Je suis sûr qu'autour de nous, on interroge les gens, ils connaissent tous quelqu'un qui a eu un problème. Alors moi, j'ai été voir les ministres de l'Éducation nationale pour leur dire essayons de changer, dans les études médicales, d'en parler un peu plus, ou même dans les lycées. Vous voyez, ils sont sensibilisés à la science dans les lycées. Vous voyez, d'expliquer ce que c'est qu'un médicament, en quoi c'est utile et indispensable, en quoi ça peut être mauvais si on le prend mal. Vous voyez, ça serait... Les gamins achèteraient ça. Hein. Et ça serait quand même un mode de prévention, je pense, important. Le problème qui se passe, c'est que le médecin, l'acte qu'il fait le plus fréquemment, c'est la prescription.
Il ne va pas regarder la gorge, il ne va pas regarder le pied, il ne va pas vous faire j'en sais rien, une otoscopie. C'est ça qui fait le plus. Et il est mal formé pour ça. Je le dis, je suis médecin, j'ai été doyen de la fac de médecine, j'étais président de l'université médicale, et je suis prof de pharmacologie, donc je suis censé apprendre ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas bien ce qui se fait en France. Il n'y a pas assez d'heures. C'est quand même absolument anormal qu'il y ait quelques dizaines d'heures dans la formation complète sur 7 ans d'un médecin consacrée à la prescription rationnelle des médicaments, à leur apprendre les bases de la base, etc. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'en Allemagne, beaucoup, beaucoup moins qu'en Espagne, beaucoup, beaucoup moins qu'en Angleterre, qu'au Canada, etc. Enfin, il y a des modules entiers au Canada. Or ça, c'est effectivement indispensable. Mais ça n'a jamais été fait. Moi, j'ai proposé ça. J'ai dit, écoutez, les profs de pharmaco comme moi, ils sont là, ils ne seront pas payés plus, ils font 50 heures plutôt que 10. Mais non, ça n'intéresse personne. Ça aussi, ça me... Et du coup, les médecins ont beaucoup de réflexes qui leur manquent. Vous voyez, apprendre à bien prescrire, etc. Les pièges à éviter... Voilà, où on pourrait même prioriser, vous voyez, un certain nombre de domaines en disant, vous partez du terrain, ça c'est particulièrement mauvais, on va l'enseigner en fac de médecine, pour changer les comportements. Eh bien non. Alors que ça ne coûterait rien, là, pour le coup. Hein. Mais je peux vous dire que j'ai remis un rapport, vous allez croire que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai, là-dessus. Et donc on me dit, mais là, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Et je dis ça serait important que les médecins, les pharmaciens, etc. Alors, c'était au ministère de la Santé. On me dit, mais ça, c'est pas possible. Je dis, comment c'est pas possible ? Je dis, mais les profs sont là, etc. Ah oui, mais ça demanderait une réunion interministérielle avec l'enseignement supérieur recherche. Voilà. Le silo. C'est pas le silo coccinum, là, c'est vraiment... c'est la coupure, le mur qui est... voilà, alors que c'est le b.a.-ba, à mon avis. Et parce que le programme n'est pas pensé en fonction des objectifs, et que tout ce qui est médicaments, les gens s'en fichent, quoi. Hein. Je veux dire que, vous voyez, moi j'ai souffert toute ma vie qu'on me prenne... je ne prends pas ça pour une insulte, mais qu'on me prenne pour un pharmacien, parce que quand je dis... Je suis pharmacologue. Ah, vous êtes pharmacien ? Non, je suis médecin spécialisé dans les médicaments. Mais oui, pour les... C'est pas... Vous voyez, je ne suis pas un chirurgien cardiaque. Voilà, je traite pas l'asthme, etc. Donc, médicaments, ouais, c'est comme la biologie, vous voyez, alors que c'est une discipline médicale. Donc... ça n'a jamais jamais été considéré comme quelque chose qui peut avoir de l'impact en santé publique. Alors, Dieu sait si ça en a. C'est l'exposition, parce que nous on appelle en épidémiologie, la plus répandue dans la population. Oui, il y a beaucoup plus de gens qui mangent des médicaments, pratiquement une boîte par semaine et par personne, que de gens qui sont exposés à la pollution urbaine ou aux champs électromagnétiques des lignes à haute tension ou autres. Hein. C'est le facteur le plus répandu, ce qu'on appelle l'exposition à un risque éventuel, le plus répandu dans la population. Comme pas rien. Si c'est mal utilisé, ça cogne. Et pourtant... En fait, il y a une méconnaissance quasiment totale. Ah oui, mais complète. Il n'y a jamais de priorité. Voilà, mais bon, peut-être qu'il faudrait être, je ne sais pas, le faire porter par, je ne sais pas, une actrice. J'en sais rien. Il faut trouver quelqu'un. Oui. Je suis un homme blanc, vieux, donc je ne peux pas incarner, mais il faudrait une Greta Thunberg ou je ne sais pas quoi qui prendrait ce truc-là, enfin, vous voyez, qui passerait dans les plateaux télé. Moi, j'ai failli le faire, mais manque de chance, j'ai été assassiné par le confinement. Mais voilà, parce que à la sortie de mon livre, il y avait des plateaux télé qui étaient programmés. Je l'ai écrit pour ça, le livre, pour que ça serve de caisse de résonance. Mais il s'est trouvé qu'il est paru le 18 mars 2020, c'est-à-dire le lendemain de la fermeture des librairies. Et tout a été fini. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus que de Raoult, de la Covid, de la crise, des morts, et donc c'était terminé.
Moi, j'en veux plus aux autorités qui devraient, ou à l'assurance maladie, je ne sais pas à qui, mais qui devraient faire des campagnes, vous voyez, pour le bon usage, oui. Et là, on aurait un fort impact, c'est-à-dire qu'on traiterait les gens qui devraient être traités et on ne traiterait pas, surtout ceux qui ne devraient pas l'être. Alors justement, la première campagne pour limiter l'usage des antibiotiques, les antibiotiques, c'est pas automatique, ça a bien marché. Oui. Pourquoi effectivement on ne le fait pas sur les anticholestérol, les antiglucéreux, les antidouloureux, les somnifères ? C'est une question que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas fait. Ça devrait quand même attirer les gens. Quand vous avez plus de 100 000 hospitalisations par effet indésirable par an en France, vous dites, on n'est pas dans le placebo, là. Vous voyez ce que ça coûte à la journée d'hospitalisation. Ça arrive souvent aux urgences, etc. Vous dites, mais non. Et alors, la question, c'est pourquoi. Voilà. Alors, d'abord, parce que c'est pas incarné, je pense. Il y a l'omerta, ça arrange beaucoup de monde qu'on n'en parle pas trop. Et puis, il y a cette gestion où on n'est jamais dans la prévention ou dans le proactif. Et on gère, c'est pareil en politique, hein, on gère avec des délais de plus en plus courts. Alors cette inertie, on va dire, elle a des effets indésirables pour le coup, parce que vous estimez à 200 000 morts en Europe et à de 10 à 30 000 pour la France, des médicaments qui sont mal utilisés. Oui, alors on peut dire que 10 à 30 000 morts par an, c'est à peu près ceux qui meurent à cause d'un effet indésirable de médicaments. On peut dire qu'entre un tiers et la moitié sont des évitables. Or, soit parce qu'on aurait dû s'apercevoir plus tôt que ça n'allait pas, soit parce que jamais on aurait dû prendre de médicaments. Donc ça fait quand même, dans le minimum minimorum, 10 000 morts totalement évitables. Vous voyez, ça fait 20-30 000 au total, mais de ces 20 à 30 000, il y en a 10 000 au moins qui sont liés à des médicaments dont on n'aurait pas besoin ou qui n'auraient été pris sans justification. 10 000 morts, c'était quand même supérieur, ou égal à ce qu'on nous présentait comme drame absolu des accidents de la route à une époque. Maintenant, on est beaucoup moins. Mais à une époque, on est 10 000 morts par an. Parce qu'on vous dit, oui, mais les accidents de la route, il y a aussi les gens qui ont été... les jambes coupées ou qui ont ceci. Oui, mais pour le médicament aussi, parce que 10 000 morts, il y a plein de gens qui ont des séquelles. Hein. Les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs au cerveau avec les progestatifs dont personne n'avait besoin. C'est des gens qui... Donc on est dans le même ordre, même supérieur aux accidents de la route. Les accidents de la route, il y a eu un plan, vous voyez. On a réussi, vous voyez, à faire baisser à, je ne sais plus combien, on est à 3 000, 4 000, enfin, je ne sais pas, enfin, peu importe. C'est énorme comme succès, oui. Là, non, on ne fait rien. Une fois, j'ai été invité par des gens très très haut placés, dans la gestion économique de la France, dans la finance française, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai expliqué ça, et il m'a dit... Alors il s'est tourné vers quelqu'un, la personne s'est tournée vers quelqu'un, il m'a dit... il dit, non, les benzodiazépines, 200 millions d'euros par an, c'est génériqué à 80%, c'est pas un problème. Je dis, attendez... Mais qu'elle soit génériquée ou pas, s'il n'en a pas besoin, c'est quand même un problème, vous voyez. Mais ça, ils ne comprennent pas, vous voyez. Je pense qu'on a fait une erreur, c'est-à-dire que de croire dans les politiques, parce que nous sommes des gens jacobins, respectueux, et donc passer mon temps à essayer de convaincre les politiques, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut passer par l'opinion. Les politiques suivent l'opinion, hein, c'est le programme... présidentielle sera déterminée en fonction des sondages, c'est un peu ça. Hein, donc il faut jouer ce jeu-là, tant pis, on s'est trompé. C'est-à-dire que le politique, c'est plus notre interlocuteur, à mon avis. Alors c'est soit l'opinion, je pense qu'une émission de télé, un article dans Le Figaro est plus efficace que 10 ans d'aller frapper à Bercy, à rue de Ségur, avenue de Ségur. Et puis aussi, sans doute, travailler avec d'autres acteurs. Je pense par exemple aux mutuelles, qui comprendront et recevront mieux le message. C'est de plus petite échelle, ils comprennent aussi l'évolution, ça les concerne, hein, pour le médicament, et pour l'instant, ils paient en complémentaire tous les baisses de remboursement qui sont décrétées. Donc eux-mêmes sont concernés. Je pense qu'il faudrait passer par eux. Et par eux, ça passera. Mais il faut arrêter avec les politiques. Moi, je crois que c'est fini, quoi.
Et aujourd'hui, si vous allez frapper à une porte en disant bon, « Écoutez, je vous propose ce que les Américains feraient. Donnez-moi 100 000 $ et je vous en fais économiser 10 millions », l'Américain, il va vous dire « Donnez 100 000 $. Mais si jamais vous échouez, alors là, vous êtes mort. » Mais il joue. Chez nous, c'est impossible. Les gens vont dire « Ah non, 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 vous n'imaginez pas, non, non, c'est pas prévu, etc. » Et après, ça peut être des commissions, enfin des trucs qui finissent, voilà, non, ça... Une fois, il m'est arrivé un rêve, des fois je me dis j'ai rêvé, mais c'était vrai. C'est un directeur général de l'assurance maladie qui m'a proposé notre labo, de l'aider. Et il m'avait proposé une somme phénoménale en disant vous mettez en place des études qui vont me permettre de réduire. Lui, il avait compris. Hein, je vous donne 1 et je vais récupérer 10. Il m'a même dit la première année, je m'en fiche. Si ça me coûte et que ça ne me rapporte rien. Mais je veux que sur voilà, je crois que c'était 5 ans, je veux avoir récupéré 10 fois ma mise, en gros. Banco. Alors j'ai dit banco, on va faire. Manque de peau, il a démissionné. Parce que c'est qui l'acteur aujourd'hui qui serait capable en France de jouer le jeu ? Qui aurait un intérêt à jouer le jeu ? On pense tout de suite je ne sais pas, d'abord à l'assurance maladie, effectivement, c'est elle qui rembourse. C'est la sécurité sociale, quoi, en gros. Hein, voilà. Alors ça, c'est pour le côté comptable. Mais il y a quand même, je dirais, la Direction générale de la santé, la Direction des hôpitaux, qui, eux, paient tous les hospitalisations pour effets indésirables, toute la casse, ils la gèrent, ça leur coûte cher, vous voyez. Et quelles sont les préconisations qu'on pourrait prendre tout de suite en main ? Alors, moi, je ne sais pas, c'est une question qui est pas facile. C'est-à-dire qu'une ministre nous l'a demandé, Madame Touraine, parmi les 6 propositions que vous faites, laquelle vous mettez en numéro 1 ? D'abord, on n'était pas d'accord, les 2 auteurs du rapport. C'est pas facile comme jeu. Mais je pense que, déjà, ça suppose qu'il y ait une prise de conscience politique. Bon, pour l'instant, elle n'est pas là. Hein, donc, rassurez-vous, rien ne va bouger. Mais s'il y avait une prise de conscience politique, je pense que le plus important, ça serait d'abord, moi, ce que je ferais, je ferais une étude pour vraiment analyser ce qui se passe et de voir si, par exemple, ce que j'avance dans le livre est vrai ou pas. Bon. Parce que si c'est pas vrai, on me fait taire et on me met dans un EHPAD. Si c'est vrai, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est prioritaire, parce qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui sont hospitalisés. 10 milliards d'euros, c'est gigantesque. Ça vous finance l'hôpital public. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous voyez ? Donc déjà, savoir. Et après, je pense qu'il y a une série de mesures, mais il y en a une qui est sur l'éducation aussi. C'est-à-dire que les gens... il faut leur dire que les médicaments, c'est pas n'importe quoi. Vous savez, c'est en impression que cette éducation-là, elle n'est pas faite. Bon, je pense que c'est très important quand même. Alors, c'est les formations, l'éducation des professionnels de santé, quels qu'ils soient, et des gens. Et ça peut passer par l'école, par exemple. Hein. Et puis après, il va falloir vraiment prendre des décisions sur les dérapages identifiés et regarder ce qui est le plus anormal, le plus coûteux, le plus dangereux, et faire comme pour les antibiotiques des campagnes en disant attendez mais c'est pas possible, vous voyez, et puis surveiller que ça va mieux. Voilà. C'est pas révolutionnaire hein, ce que je dis, mais simplement prendre le sujet à bras le corps. Mais là, je sais pas, j'en vois pas les prémices. Hein. Mais c'est le problème de la connivence entre les hommes politiques et les laboratoires pharmaceutiques, sachant qu'il y a beaucoup de députés qui sont médecins. Ouais. Oui, alors, bon, c'est la connivence, c'est-à-dire que, si vous voulez, et c'est ça qui s'est aggravé un peu depuis le Mediator, c'est que, lors de la fin du Mediator, il a fallu laver plus blanc pour faire taire, un peu, en gros, tourner la page, quoi. Bon. Et donc, donc c'est Xavier Bertrand qui était ministre à l'époque, il a fait la loi, ce qu'on appelle le Sunshine Act à la française, c'est-à-dire la loi de la transparence, où alors, effectivement il y avait des abus, les professions de santé touchaient des avantages, disons, de l'industrie pharmaceutique contre certaines prescriptions. Par exemple, vous voyez,
voilà, vous prescriviez plus de tant de boîtes du produit machin, et vous étiez invité au stade pour voir la finale de rugby de ceci, ou vous étiez invité dans un bon restaurant, tout ça. Bon. C'est ce que un de mes maîtres appelait la petite délinquance médicale. Bon. C'est répréhensible. C'est rien par rapport à ce qui se passe dans le milieu des avocats ou des journalistes. Hein. Les honoraires, ça n'a rien à voir, pardon de dire ça, mais c'est la petite délinquance médicale. Donc ça, on y a mis fin. C'est-à-dire que là, des 10 € d'avantage, direct ou indirect, vous devez le déclarer. Bon. Moi, j'étais dans le bureau du ministre, il m'avait proposé de venir avec quelques autres. Bon, moi, je ne voulais pas qu'on mette un seuil aussi bas, parce que je rencontre un ancien collègue qui était à la fac avec moi. Il est rentré dans l'industrie. J'ai dit, comment vas-tu? Il dit, on va prendre un pot, tu viens manger, je t'invite, je sais pas quoi. Bon, bêtement, je réalise pas que, pour moi, c'est un copain, qu'il est dans un labo. Eh ben, s'il fait son boulot, il m'invite à 23 € le repas, il le déclare, et c'est dans la base de données accessible à tout le monde, vous voyez, sans préciser le montant. Donc on va avoir, par exemple, si c'est Sanofi, par exemple, on va avoir Bego, Sanofi, je sais pas quoi. Donc les gens, après... Pour 23 ouais, non, mais c'est des trucs fous, quoi. Je veux dire qu'il faut arrêter. Enfin bon. Mais enfin bon, on l'a mis à 10 € parce qu'il y avait des populistes là, qui étaient là aussi, qui ont voulu que ce soit comme ça. Bon, c'est bon. Très bien. Bon, moi ça m'est égal, je ne travaille pas avec l'industrie. Mais la connivence, on n'a rien fait, si vous voulez. C'est en permanence... pour citer quand même un exemple qui va me coûter la Bastille, qui n'existe plus, mais le mauvais usage. Je me suis battu 20 ans dessus, en vain. Bon. Eh bien, il y a eu un colloque qui devait se tenir. Heureusement, il ne s'est pas tenu parce que c'était comme mon bouquin, ça doit être c'était le 20 mars 2020. Au ministère de la Santé, dans l'amphithéâtre Pierre Laroque, donc dans le ministère, ouvert par la ministre de la Santé, organisé par qui? Par le LEM, l'industrie pharmaceutique, avec les labos, et je sais pas, j'ai dit, attends, on rêve quand même, vous voyez, voilà, et c'est la connivence, c'est, voilà, oui, on va s'en occuper, voilà, nous travaillons sur le bon usage. Vous voyez, c'est cette connivence-là qui est particulièrement forte en France et qui n'a pas été réglée par l'affaire du Mediator et qui s'est même un peu aggravée. Parce qu'en fait, pour les labos, stratégiquement, aller arroser des petits prescripteurs, aujourd'hui, on n'est plus dans cette cour-là. Vous voyez, on joue en première division. C'est obtenir le plus tôt possible une autorisation de mise sur le marché remboursée en France et à un bon prix. Donc ça ne se règle pas avec le généraliste ou le cardiologue de Bordeaux. Ça se règle là-haut. Et ça... ces petits ponts que je vois et que on est quelques-uns à voir, ils ne se sont pas coupés, ils se sont même un peu cimentés, vous voyez. Coup de téléphone, le cercle ou la Légion d'honneur d'un tel, où on se rend compte, mon dossier, il avance, oui, non, je sais pas quoi, coup de téléphone, etc. Voilà, les conseillers qui sont là en permanence, autour, voilà. Que des vendeurs, enfin, que des laboratoires pharmaceutiques cherchent à vendre des médicaments, à occuper les marchés et à absorber les moyens petits pour faire des fusions, acquisitions, c'est leur jeu. Enfin, bon. Ce qu'il faut voir, ce qui n'a pas été suffisamment dit, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle a beaucoup changé d'échelle au cours de ces 20-30 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, avant la guerre 39-45, Deuxième Guerre mondiale, des labos assez petits qui étaient issus de chimistes géniaux ou de pharmaciens géniaux, dont Jacques Servier était un exemple, enfin UPSA, etc., Pierre Fabre en France, vous voyez, qui étaient assez petits, vous voyez, qui étaient des gens qui avaient inventé des trucs. Voilà, bon. Donc c'était et presque tous les labos sont nés comme ça. C'était un capitalisme paternaliste qui portait en général le nom du PDG, enfin pas toujours, mais enfin souvent. Et après, il y a eu une concentration, c'est-à-dire qu'on est passé à une autre échelle. Alors là, on peut parler de Big Pharma, effectivement. C'est-à-dire que, la Sanofi, par exemple, doit être
il doit y avoir 64 petits et moyens labos qui sont rentrés pour faire ce conglomérat, vous voyez, enfin, un nombre très très grand, si on compte depuis les 50 dernières années. Donc ça fait des gros groupes, mais qui étaient toujours dans une logique, si vous voulez, de laboratoire pharmaceutique, de maison, vous voyez, il y avait une espèce de fierté maison, on avait des objectifs, on se connaissait, enfin bon. Et alors là, ce qui a changé quand même depuis temps, c'est que c'est les financiers. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est devenu... c'était des boards avant, vous voyez, avec le PDG qui présidait ça, on avait des objectifs, on avait des gammes de produits, etc. Mais maintenant, c'est plus ça. Ce sont des groupes pharmaceutiques extrêmement puissants, ou pas si gros que ça, mais extrêmement mobiles, et avec des possibilités de coûts financiers très grands, qui sont tenus par des actionnaires, dont les capitaux sont plus du tout voilà, la famille ou autre, ou des gens pépères, mais des requins, souvent, enfin des gens, des donneurs d'ordre. On ne sait pas du tout d'où vient l'argent, du reste, c'est souvent, ça peut être des gens très bien, comme vous et moi, si vous avez de l'argent en banque, moi j'en ai pas, mais enfin bon. Ça peut être des capitaux chinois, des pétros, des narcos, on ne sait pas d'où ça vient, enfin, ça passe par des banques. Et ces gens-là, ils s'en contrefichent aujourd'hui de si c'est de l'antibiotique, du Macintosh, de la voiture électrique, du panneau solaire ou du soi-disant bio. Ils veulent du plus 15% par an. Voilà, ils mettent 100 millions d'euros, ils veulent 50 millions d'euros de cash de profit à la fin. C'est ça, en gros. Hein, et tout est organisé comme ça, et c'est ça qui est en train de déraper. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui... c'est très difficile de discuter voilà, avec ces gens-là, parce que c'est souvent ça qui compte. Et donc, et petit à petit, voilà, ces gens-là, et c'est normal, hein, prospectent des médicaments qui vont vous mettre dans la nasse. C'est-à-dire, vous ne serez même plus en position de dire non. Parce qu'avant, vous pouviez dire non, c'est trop cher, je ne veux pas. Parce qu'il y avait la concurrence. Puis, là, maintenant, souvent, il y a une prospection des maladies où on pourrait trouver une maladie très grave, qui n'a pas pour l'instant de traitement, où on trouve un traitement, mais sans recherche. On va regarder parmi les start-up mondiales ou les laboratoires universitaires mondiaux, qui est-ce qui est prêt d'avoir trouvé un truc pour cette maladie. On arrive, on achète le brevet, vous voyez, on le rentabilise, on fait les essais, et on arrive et on dit c'est 1 million la dose. 1 million la dose. Ah mais si vous voulez pas, tant pis. Hein. Et alors là, les gens, évidemment, les malades, comment il y a un traitement, on nous le refuse pour des histoires d'argent, c'est sordide, etc. Et voilà, ça s'est passé pour l'hépatite C avec Gilead, voilà, ça se passe là avec Novartis, voilà, etc. Ils vous tiennent, vous voyez. C'est un changement de paradigme. Alors, pour ça, en soi, bon, c'est comme ça, c'est tout, c'est l'évolution du système. Mais il faudrait avoir en face l'équivalent, c'est-à-dire des gens qui tiennent, qui sont capables de résister, d'argumenter, de négocier, de dire ok, mais quand vous avez la conjonction de ce développement-là et d'un pouvoir politique généralement faible, et quand je dis généralement faible, l'Europe est très faible quand même, on le voit, on l'a vu pour les vaccins, c'est quand même atterrant. Même l'OMS, qui est pourtant quelque chose que nous admirons, mais enfin, elle n'est pas très puissante à l'heure actuelle, elle était très fragilisée par ses relations avec la Chine, le départ de Trump des États-Unis, enfin bon, quelques conflits d'intérêts, tout ça. Et donc, on a cette conjonction, un pouvoir politique faible et une organisation extrêmement dure des nouveaux offrants de médicaments, ben, ils font la loi. Mais est-ce que c'est à eux qu'il faut en vouloir, ou à nous de ne pas avoir le courage de proposer autre chose et d'être plus ferme. C'est-à-dire que, voilà, quand il n'y a pas de politique, ben, on a ce qu'on mérite. Et on voit bien le discours officiel aujourd'hui dominant, enfin, au niveau du ministériel, hein, c'est il faut trouver les financements pour l'innovation.
C'est-à-dire pour effectivement des médicaments qui ne sont plus à 10 € la boîte, mais qui vont être à 1000, à 2000, à 10 000, à 100 000, enfin, etc. Ok, mais si ça arrive tous les ans, alors je suis d'accord qu'il faut traiter. Mais d'abord, est-ce que c'est justifié ? Beaucoup de ces médicaments, la recherche, elle vient du public. Vous voyez, le privé a acheté le brevet. Il fait des culbutes des fois de 10, de 100, de 1000, de 10 000. Bon, jusqu'où on va accepter ça ? Donc c'est une première question. Et deux, on ne pourra pas tenir. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, on dérembourse pour faire un peu de place. Vous voyez, on ne peut pas monter sur les 20-30 milliards dépensés, remboursés par an. Pas possible, on ne va pas aller à 100 milliards. Donc pour l'instant, on fait de la place. Donc mais non, ça c'est déremboursé. Mais une fois qu'on aura déremboursé les médicaments qui ne sont pas réellement indispensables, on sera au taquet. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? On va dire aux gens qui ont une hypertension artérielle, on ne vous rembourse plus votre antihypertenseur pour pouvoir payer le médicament biotechnologique qui représente 10 000 personnes en France, etc., qui est un grand progrès. Là, on va rentrer dans le dur, là. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est qu'on se laisse vivre. Donc, l'ONDAM, donc il faut me trouver tant d'économies. Alors, on dérembourse. Alors, les gens, ils se paient leurs médicaments pour ceci, pour cela. Bon, pour l'instant, ça marche, hein. Y compris l'homéopathie, allez-y, ça passe à la trappe. On arrive à peu près à gérer, mais dans quelques années, c'est fini. Là, on est pratiquement au taquet, là. Donc on n'a plus de gras, si j'ose dire. On arrive à l'os. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est ça la question. On est quand même un pays qui dépense quand même une part importante de son PIB pour la santé. Hein. On ne pourra pas aller plus loin, parce qu'il y a aussi autre chose quand même que se soigner. Hein. Il y a quand même la culture. Non, je plaisante. Enfin, oui, non, il y a d'autres choses, l'éducation nationale, etc. Donc on ne peut pas aller plus loin. Et il va falloir faire des choix. Et moi, si j'étais ministre, je plaisante parce que je n'en ai aucune envie, ni aucune capacité, ni l'âge, mais si j'étais ministre ou j'avais été ministre de la culture, c'est ce qui m'intéresse plus, en matière de la santé, je recommençais par faire ça. C'est-à-dire, voilà, comme une loi de programmation. Voilà, est-ce qu'il faut continuer à fermer des lits ? Comment ça se fait que les urgences, ça soit tel fratras ? Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi voilà, sur la gabegie des médicaments ? Est-ce qu'il faut continuer cette prévention ? Voilà. Et ça, c'est ce temps pour réfléchir, c'est ça qui nous manque. Enfin, on est toujours dans la gestion à courte vue. Et ça c'est très classique hein, de la psychologie. C'est-à-dire que vous-même, ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire que vous êtes dans un système où vous êtes tellement pris dans votre système que vous ne pouvez plus faire de pause, vous ne pouvez plus réfléchir, donc vous ne prévoyez plus les crises, donc elles vous tombent dessus, et ça vous re-burn-outise, si j'ose dire encore plus, et vous êtes toujours comme ça. Et j'ai l'impression que les ministres de la Santé, depuis quelque temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils passent d'urgence. Alors c'est sûr que l'actuel n'a pas de chance, hein, et, avec Covid, c'est sûr que ça doit lui prendre 80% de son temps, mais s'il n'y avait pas Covid, ça serait pareil. Et puis justement, là, on peut parler de la délocalisation de l'industrie pharmaceutique. C'est que, effectivement, quand on achète des médicaments, ces derniers temps, ça a surtout enrichi les actionnaires, parce qu'on a beaucoup délocalisé la production. Oui, c'est 80%, enfin au moins 80% qui est délocalisé, avec des problèmes très importants de pénurie, parce que, bon, si c'est délocalisé, alors, effectivement, c'est un départ massif de l'industrie française, hein, enfin, c'est fou, en 20-30 ans, ce qui a disparu des chaînes de fabrication et même des cerveaux hein, qui sont partis, c'est spectaculaire. Hein. Alors, pour des pays... Comment ? Ça vous afflige ? Ça m'afflige pour deux raisons. D'abord parce que on nous casse les pieds sur la recherche française, ah oui, etc. Mais enfin, la recherche française, il faut qu'elle soit en connexion avec quelque chose. Vous voyez, vous ne cherchez pas... à partir du moment où il n'y a plus de débouchés locaux et que les centres de développement, ils sont ailleurs,
et que nous, heureusement, on a encore quelques belles pépites, mais beaucoup sont partis, outre-Atlantique, en Angleterre, en Allemagne, etc. Je parle de la recherche, hein, je parle. Et la production, ça part Chine, Vietnam, Inde, ou dans certains pays de l'Est. Mais c'est quand même un gros problème, parce que ça veut dire que pour nous, d'abord pour notre emploi, pour notre créativité, pour la chaîne, ce qu'on appelle de transfert entre la recherche et l'application, il y a une cassure. Pas la peine de s'étonner qu'on n'ait pas fait mieux. Et qu'on n'ait pas trouvé de vaccin ? Oui, entre autres, oui, c'est quand même assez... Alors qu'on a beaucoup aidé à ça, enfin, le contribuable, je veux dire. Hein. Et ensuite, ça m'attriste pour ça, et ça m'attriste aussi parce qu'on est dans une position de dépendance qui est très préoccupante. Hein. Aujourd'hui, alors, quand il y a plusieurs sources d'approvisionnement, ce n'est pas très gênant, parce qu'il faudrait admettre que les trois se mettent d'accord pour dire la France ne recevra plus un antibiotique. Mais quand il y en a deux, mais quand il n'y en a qu'un, ce qui arrive quand même, je travaille dessus à l'heure actuelle, pour un certain nombre de médicaments majeurs, ça veut dire qu'on dépend totalement de la volonté d'un pays qui pourrait, s'il y avait une crise, dire, comme je ferme le gaz, là il ferme le retour des médicaments essentiels. Alors, essentiels, hein, je parle parce que là on aurait un nombre de morts considérable, on ne pourrait plus traiter. Et ça c'est une dépendance, vous voyez, je ne comprends pas, alors au moins qu'au niveau européen, parce que c'est sûr qu'on ne va pas faire en Aquitaine ou même en France tous les médicaments pour être autonome. Mais au niveau de l'Europe, on était quand même le 4e producteur mondial de médicaments, la France. Hein, moi j'enseignais ça il y a 10 ans. Maintenant, mais au niveau de l'Europe... Et maintenant, quelle place ? C'est impossible à savoir, parce que c'est tellement délocalisé, la Sanofi, pardon, je vais me faire des ennemis, mais on ne sait plus très bien si c'est un groupe français. Enfin, officiellement, oui. Mais enfin, vous voyez, c'est aux États-Unis, un peu des G anglais, enfin, irlandais, enfin bon. Difficile à savoir. Enfin, on est 6-7e, enfin, voilà. Donc on baisse, bon ça c'est pas très grave, mais au niveau de l'Europe on arriverait, entre la puissance de l'Allemagne et sa chimie, bon les Italiens qui sont quand même très bons, il y a des Espagnols, il y a les Néerlandais, il y a l'Euro, bon, l'Angleterre n'y est plus, mais on pourrait s'arranger avec eux pour avoir une autonomie quand même, hein. Parce que là c'est très très préoccupant, hein, je veux dire, c'est 83%, c'est pas uniquement tout. C'est une partie qui bloque le tout. Par exemple, ça peut être le principe actif qui est fabriqué je ne sais pas où. Bon, s'il n'est pas là, il n'y a pas de médicament. Mais ça peut être aussi l'excipient, vous voyez. Le temps de le refabriquer un truc de... on a le principe actif, mais on peut rien en faire. Vous voyez. Il y a un autre composant, on dépend de la Chine ou du Vietnam ou de l'Inde. L'Inde, c'est plus tranquille, le Vietnam aussi, mais la Chine, il y a une grosse tension politique internationale. Imaginez qu'ils reviennent à l'idée d'utiliser ça comme moyen de chantage. Moi, je ne comprends pas que ce ne soit pas une priorité, ça aussi. Vous pensez que justement, c'est extrêmement important de relocaliser maintenant et pas plus tard ? Au moins qu'il y ait... alors peut-être que c'est fait, hein, mais d'après la mission qu'on a eue, je ne pense pas que ça soit fait. Ou alors nous nous sommes trompés. Au moins qu'il y ait une espèce de catalogue qui décrive très clairement les risques, c'est-à-dire là où on est en risque de rupture. Ça, c'est fait par, du reste, l'agence du médicament. Enfin, elle renseigne sur les ruptures et les tensions. Ce qu'on appelle tension, c'est qu'attention, ça risque de pas avoir les quantités qu'on veut, mais il n'y a pas de prospectif. C'est-à-dire, il faudrait absolument que l'on se dise quels sont les médicaments qu'il faut sacraliser. Parce qu'il y en a plein, on s'en fiche. Hein, si vous avez un médicament pour le corps aux pieds, bien sûr, les gens ils feront des bains d'eau chaude avec du sel, ou j'en sais rien, ils se gratteront avec une lime, ça c'est pas très grave. Mais on a 200 médicaments, mettons en gros, où c'est la cata s'ils ne sont plus là. Vous voyez, j'en parle dans le bouquin au début, c'est-à-dire que même des anesthésiques, s'il n'y a plus d'anesthésique, vous n'avez plus d'intervention chirurgicale, c'est-à-dire que les fractures, tout ça, vous ne pouvez plus rien opérer, c'est fou. Donc il faut absolument sacraliser un certain nombre de médicaments. Et ça, il faut être certain que c'est le cas. Alors soit parce qu'on a des marchés
diversifié, donc là, bon, ça va. Ou alors, si c'est dépend d'un seul site et que ce site est géopolitiquement fragile, il faut impérativement relocaliser. Ça, sinon, on se prépare des lendemains catastrophiques. Hein. Comme quoi? C'est-à-dire qu'on aura des pénuries qui seront soit des accidents locaux. Imaginez qu'il y ait une grande épidémie en Chine ou en Inde ou je sais pas quoi. Le constat est fait, mais c'est après l'action politique qui n'est pas faite. Et je pense que ça, il faut vraiment, je sais pas, imaginez que, j'en sais rien, on peut être naïf, hein, qu'on se réunit aux 27 européens et on dit, voilà, il y a ce problème-là qui est majeur, comme l'énergie, par exemple, voilà, le gaz, c'est un gros problème. Hein. On propose ça et on va mettre X milliards pour relocaliser un certain nombre de fabrications. À mon avis, c'est pas très compliqué quand même, puisqu'on a le savoir-faire, on le faisait il y a 10-20 ans. Si ça s'est délocalisé, c'est pour uniquement des questions de coût. Mais comme ils disent, il y a des process aujourd'hui qui permettent des sauts technologiques. Je parle comme les énarques. J'utilise des trucs là, dont on se gargarise. Des sauts technologiques qui permettent des économies d'échelle et des économies tout court. Donc on a des moyens de produire, certes plus cher, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on vit comme la cigale, et on risque d'avoir des lendemains très très tristes, soit on accepte effectivement que ça coûte plus cher au moins pendant un temps, mais on est indépendant. Et je crois qu'il faut l'être. Hein. Et justement, là, on a beaucoup parlé de la relocalisation de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous pensez que ça va se faire ou c'est que des vœux pieux ? Pour l'instant, il y a des projets. L'Europe fait des appels d'offres. Enfin, pour l'instant, c'est plus vœux pieux que réalité, oui. On n'a pas vu d'usine venir. Oui, il y a des. Enfin bon, pas beaucoup. Hein, ça, c'est très préoccupant. Hein, c'est très préoccupant. Heureusement, il reste en Europe quand même. Si on compte la Suisse dans l'Europe, elle n'y est pas mal liée géographiquement, puis on a des bons rapports avec eux. Ils ont quand même de très gros labos. On a quand même, on compte nos Brexiteurs, on a quand même encore une grosse production. Mais il faudrait d'abord arrêter les départs et faire revenir ce qui est stratégiquement indispensable. Bernard Gégaud, merci. Merci beaucoup.